Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose tout simplement de voir l'évolution justement de ma nouvelle fourmilière, la fourmilière que j'ai élaborée avec OnCenter. Je vous l'ai présentée récemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la consulter. Ici dans cet épisode, vous allez voir justement que j'ai mis quelques décorations dans l'aire de chasse. On voit plusieurs morceaux de bois. D'ailleurs, l'espèce que vous avez sous les yeux se nomme Camponotus rengeri. C'est une espèce qui est franchement bien étendue sur toute l'Amérique du Sud. On la retrouve en Équateur, au Brésil, en Guyane, bref, on la retrouve un peu partout. C'est une fourmi très particulière, je trouve, de par son agressivité. Elle est extrêmement agressive pour une Camponotus, c'est franchement super actif constamment. Alors, pour l'instant, elle se plaise vraiment bien, je trouve, à l'intérieur de la fourmilière. Cependant, ce que je sais, et je le savais déjà en soi, c'est qu'elles apprécient énormément le bois. Ce que j'imagine, c'est que ma reine pourrait se trouver d'ailleurs dans la partie de bois que vous avez ici en bas à gauche, c'est totalement possible. Elles ont investi les lieux à plusieurs endroits, elles ont mis du couvain à plusieurs endroits également dans la fourmilière. On se rend compte que l'activité extérieure fait que voilà, tout le monde est en alerte. Vous voyez également que j'ai reçu mon périphérique, d'ailleurs j'ai dû l'acheter moi-même. Ça c'est pas normal. Bref, je rigole, je taquine, mais en vrai j'ai dû le commander moi-même par la suite. C'est vrai qu'il ne l'avait pas encore réalisé lorsqu'il m'a envoyé la fourmilière, or que je souhaitais le présenter directement avec, pour être franc, mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, les périphériques comme ça avec tous les modules OnCenter, moi je vous les recommande. Bon, déjà ils coûtent rien, très clairement, ça coûte vraiment pas cher, 6-7 € en général, moins de 10 €. Si vous devez faire des périphériques ici en Belgique, en France ou quoi que ce soit, on va vous demander des 20-30 € voire plus, ce qui est complètement dingue, mais bon bref. Après il faut se dire les choses, en Pologne il y a certaines choses, certains matériaux etc. qui coûtent nettement moins cher qu'ici, donc en soi l'un dans l'autre, bon voilà, bref, on va pas débattre, mais voilà. Je vous recommande tout de même de prendre les périphériques, c'est nettement plus simple en fait avec l'anti-évasion que vous placez soigneusement tout autour, ça sera beaucoup plus simple pour vous de nettoyer l'aire de chasse, de vous en occuper, de les nourrir etc. que lorsqu'elles peuvent grimper les parois directement, parce que énormément d'espèces rapides dans le déplacement pourront grimper, et ce même avec la présence d'anti-évasion. Bref, c'était une parenthèse. Pour les Camponotus rengeri, vous voyez à l'image, je vous l'ai déjà dit, c'est une espèce extrêmement agressive qui se développe extrêmement vite, qui est très jolie. On a un noir mat pour les rengeri avec justement des pattes orangées et certaines parties du corps de la même coloration. On a la présence d'énormément de majors dans les colonies. Comme je vous l'avais déjà dit, les fourmis, ça ne veut pas dire que ce sont toutes des... Je veux dire, elles vont pas toutes chasser pour se nourrir, loin de là, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne chassent pas, notamment chez Camponotus. Ici, chez rengeri, je me pose tout de même la question, parce que, vu leur agressivité, bon, j'ai déjà fait des tests, je pourrais vous le montrer tôt ou tard en vidéo d'ailleurs, si vous souhaitez voir un peu les différences de comportement lors de présence d'individus. Ici, chez rengeri, lorsqu'il y a un individu, je vous le montrerai en fin de vidéo, elles sont directement agressives, elles vont le traquer jusqu'à l'attraper, le saisir et mettre fin à sa vie. Chez d'autres espèces de Camponotus, c'est pas le cas, elles vont se défendre, c'est-à-dire que voilà, un individu est présent, donc on va essayer de mettre fin à sa vie entre guillemets, mais elles vont pas s'acharner ni même courir après pendant des heures. Ici c'est vraiment une traque qui se lance dès qu'il y a quelque chose, bref. Donc je m'interroge un peu sur leur façon de faire en nature, il est fort probable qu'elles s'occupent de différents insectes, et notamment d'autres fourmis dans les parages pour se nourrir. Comme on voit, certaines cavités dans le nid sont occupées avec pas mal de couvains. Pas toutes, figurez-vous que ces emplacements dans les coins sont des lieux où j'humidifie, c'est-à-dire que, parce que les coins sont l'un contre l'autre, il y a des espaces, et à l'aide d'une seringue, vous pouvez facilement faire glisser de l'eau, ce qui va justement humidifier les coins comme vous le souhaitez, je vous le montrerai dans un instant. Donc je trouve ça intéressant au final de pouvoir humidifier directement comme cela. Le couvain est plutôt pas mal, franchement ça continue de se développer, j'ai des pontes récentes, donc pour moi c'est que tout roule. Effectivement là on se dit le nid pourrait sembler vide, mais en fait avec rengeri c'est le problème, c'est que dès que je crée des vibrations ou quoi que ce soit, ou qu'elles sentent ma présence, elles sortent en masse, et regardez, en fait chimiquement elles envoient des données, si je puis dire, elles émettent quelque chose qui leur dit ok, venez par ici, il y a quelque chose. C'est pareil, chaque fois qu'il se passe un truc, admettons je lave les vitres, à peine 5 secondes après, il y a une multitude d'individus à cet endroit-là, parce que l'information est donnée. Bref, donc c'est pas évident avec elles, franchement. Mais sinon, la colonie se porte bien, j'imagine, allez,
3-4 mois, le nid devrait être nettement plus rempli que ça, parce que c'est clairement une espèce qui va bombarder. Bien entendu, derrière, il faut suivre, hein, que ce soit en protéines, en liquide sucré, etc. Ici, je leur mets un abreuvoir de liquide sucré, mais j'ai l'impression qu'elles ont du mal à absorber ce liquide à l'intérieur. Donc, je compense également avec des bouchons de temps en temps pour voir si elles sont à fond dessus. Et lorsqu'elles sont à fond sur le liquide sucré que je leur propose via les bouchons, c'est que mon abreuvoir n'est pas super fonctionnel, vous voyez l'idée. Donc, je vais probablement commander... je ne sais même plus chez qui, comment ça s'appelle ces abreuvoirs-là, mais bref, ils sont bien connus, vous me direz en commentaire, mais je suis sûr que vous voyez de qui je parle, la boutique qui ne fait limite que des abreuvoirs, parce que au final, je pense que c'est quand même probablement les meilleurs sur le marché. Je vais devoir commander là-bas pour m'assurer qu'elles puissent consommer le liquide sucré correctement, bref. Revenons-en à cette souche, du moins à ce morceau de bois. Vous voyez, hein, il y a énormément d'individus à l'intérieur. Je soupçonne ma reine d'y loger, sincèrement ça ne m'étonnerait pas, elles apprécient vraiment le bois, c'est quelque chose qui leur plaît énormément, pour quelle raison je ne sais pas. En tout cas ce que je sais, d'ailleurs petite information très intéressante pour vous, bon vous connaissez probablement pour certains, mais lorsque vous ne connaissez pas vraiment le milieu dans lequel elles vivent, que vous n'avez que des fiches qui sont approximatives, parce que généralement les fiches d'élevage, c'est beaucoup d'approximations. Certes, il y a de bonnes infos, c'est déjà un premier pas pour vous lancer, mais je trouve qu'il faut pousser un peu plus les choses. Bon, il y a des espèces où ce ne sera pas nécessaire parce qu'elles sont très simples, mais pour d'autres, voilà, il faut un peu plus d'infos. Ce n'est pas le cas des Ringueries, hein, c'est très simple, je vous le dis, je vous assure, mais bon, on va tout de même y venir. Lorsqu'on ne sait vraiment pas dans quel habitat elles peuvent vivre, dans quel milieu, quel substrat on peut trouver, leur humidité, etc., vous pouvez consulter par exemple iNaturalist. C'est un site qui va justement être une source de photos, d'informations gigantesques, alimentées par les gens, comme vous et moi, qui, à l'aide de leur smartphone notamment, vous pouvez faire des photos, peu importe le lieu où vous vous trouvez, de photos d'insectes, de fourmis ou d'insectes que vous trouvez, et les gens du monde vont aider à l'identification. Cependant, ça aide justement, en tapant par exemple ici Camponotus ringeri, vous allez voir différents lieux où elles ont été photographiées, et ça vous permet de voir par la même occasion si le substrat est humide, si elles vivent dans le bois, dans la terre, vous voyez, il y a pas mal d'informations. Alors bien entendu, vous allez les voir sur plein d'éléments différents, une table de jardin en plein milieu des bois ou n'importe où quoi, forcément, mais ça donne des idées. Comme on peut voir que Ringeri, elle aime les constructions des humains, comme beaucoup d'espèces de fourmis finalement, et s'il y a un tas de briques qui traînent dans le jardin, ou j'imagine une accumulation de tuiles, ce genre de choses, ça va capter la chaleur, elles vont y vivre en dessous, vous voyez l'idée. Bref, tout ça pour dire que ça donne pas mal d'infos lorsqu'on est un peu hésitant. Bien entendu, toutes les fourmis du monde ne sont pas photographiées ni même alimentées sur ce site, mais ça aide. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, c'est pour les Mesorcephalotes. J'ai regardé les infos, les quelques vidéos disponibles, on se rend compte qu'il y a pas mal de merde qui a été réalisée jusqu'à là. Et c'est aussi pour ça, bon attention, je ne critique personne en disant ça, je veux juste dire qu'on était sur des idées en mode c'est le désert, il fait chaud, il n'y a pas d'humidité, blabla, tout ça c'est du cinéma, très clairement. Et au final, sur iNaturalist, on peut s'apercevoir que l'entrée des nids, elle est souvent sous un truc à l'ombre. Ensuite, on remarque que y a une bonne humidité dans le sol tout de même. Et il y a pas mal d'éléments comme ça qui donnent des informations là-dessus. Notamment, je pense, pour certains stades qui sont importants, tels la fondation. Bref, c'est tout des détails, mais je trouve ça hyper important. Alors attention, je ne dis pas que... quand je parle comme ça, c'est de manière globale. Hein, je dis pas que... c'est uniquement comme ça tout le temps, etc. Hein, loin de là. Mais ça permet d'aider un peu. Et d'ailleurs, même pour les curieux, ça c'est... Bon, des fois je fais aussi. Vous tapez Camponotus, vous tapez A, puis B, et vous regardez toutes les fourmis qui ressortent dans les Camponotus ou n'importe lesquelles que vous voulez voir. Et ça vous permet aussi de découvrir des espèces qu'on n'a même jamais vues disponibles en Europe ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour les curieux, ça peut être super sympa également. Comme vous le voyez, dans la fourmilière finalement, il y a une activité qui est assez dingue, elles sont très très excitées. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, les Camponotus, c'est un peu comme des moutons dans une prairie, elles bougent pas, elles font rien. Ah, je suis pas d'accord, elles sont pas toutes comme ça. Certes, il y en a beaucoup qui sont passifs, parce qu'effectivement, ce qu'on leur donne en termes de distance, à
en termes de proportion pour elles justement chercher la nourriture, etc. C'est petit, donc et vu qu'on leur donne tout, ben il n'y a pas de mortalité suite à avoir rencontré un autre insecte qui voudrait le manger, un oiseau, quoi que ce soit. Donc forcément, les fourmilières qu'on possède, nous, ne font qu'évoluer. Il y a très peu de pertes, ce qui est normal. Et donc on ne peut pas pleinement profiter non plus de leur façon, leur faculté de chercher de la nourriture, de vivre comme elles feraient en nature, c'est sûr. Mais bon, elles ne sont pas toutes inactives en soi. Pour ça, j'ai remarqué quand même qu'il y a quelques espèces en Amérique du Sud qui sont vraiment excitées. Sincèrement, c'est encore à part, j'ai envie de dire. Bon, bien entendu, ça ne veut rien dire, c'est pas parce que c'est de là-bas, mais dans celles que j'ai reçues, franchement, les 3-4 que j'ai de là-bas, elles sont très énervées, quoi. Là, vous voyez, j'ai mis un grillon, pas dans le but de faire souffrir celui-ci. C'est pas l'idée, mais c'est uniquement de vous montrer comment ça peut se passer en nature lorsqu'elle rencontre justement d'autres individus qui passeraient malencontreusement dans leur fourmilière ou à proximité. Et on peut se rendre compte que ça va très vite. Et lorsque des majors s'en mêlent, parce que je le disais justement dans la vidéo, les majors sont très présents chez Camponotus ringeri, c'est notamment plus efficace, quoi. La puissance des majors, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, pour la grosse colonie que Viking avait plus tôt, que j'ai possédé juste avant, les majors de très grande taille, personnellement, ils me coupaient au sang assez rapidement. C'est extrêmement puissant. Les mandibules de cette espèce, franchement, c'est saisissant. J'ai essayé Singularis en termes de morsure des majors, donc Singularis qui sont nettement plus grands. J'ai essayé Camponotus fulvopulosus qui sont nettement plus grands également. Enfin bref, j'ai essayé quelques grandes fourmis qui n'avaient pas autant de force dans les mâchoires. Bien entendu, je testerai mes sorcéphalotes et Areanarius lorsque j'aurai des majors de très grande taille. Enfin voilà, tout ça pour vous faire un petit rappel sur cette fourmilière. D'ailleurs, merci à ceux qui l'ont acheté. Bon, sachez que je ne gagne absolument rien là-dessus. Donc voilà, mais je vous remercie quand même parce que ça fait plaisir que vous ayez confiance en moi, au produit Handcenter par la même occasion. N'oubliez pas que j'ai lancé un petit concours, donc tous ceux qui ont acheté la fourmilière, si vous pouviez justement me renvoyer des photos de celle-ci chez vous, avec une colonie ou pas, ou tout simplement la fourmilière, je vais procéder au tirage au sort bientôt du gagnant justement, qui obtiendra une petite fondation de ma part gratuitement, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ça, et voilà, dans tous les cas, on va essayer d'améliorer encore les choses, j'ai hâte de pouvoir proposer d'autres choses, notamment avec Handcenter. On va regarder aussi, j'ai plein d'idées, je vais pas vous mentir, j'ai plein d'idées, mais la réalisation c'est encore différent, sachant que Handcenter sont en Pologne, donc on communique en anglais, mon anglais n'est pas parfait, donc c'est pas toujours hyper simple de se comprendre sur tous les détails qu'on veut réaliser, notamment pour cette fourmilière. Dans la première vidéo, je vous disais un peu tout ce que j'aurais aimé faire et qui n'a pas spécialement été réalisé, mais j'en suis très content tout de même. C'est franchement une jolie fourmilière, les gens sont plutôt contents quand ils la reçoivent. C'est quand même une belle réalisation. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'attends de vos nouvelles. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, un bon début, qu'importe l'heure où vous regardez. Prenez soin de vous et de vos familles. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!